Quand le chirurgien a murmuré qu'il posait la dernière électrode, j'ai retenu mon souffle si fort que j'ai senti mes côtes protester. 8 ans de silence condensé en un seul instant. Je m'appelle Marcus Brantley, et il y a 8 ans, un chariot élévateur fou a écrasé les minuscules os de mon oreille interne, volant d'un coup la bande sonore de ma vie. Le bip de la chaîne de production, le rire de ma fille Maya, le doux murmure des « je t'aime » de Leslao, tout s'est évanoui en un battement de cœur. J'ai appris à vivre dans un monde de silence, à lire sur les lèvres, à mémoriser les rythmes, à faire semblant de comprendre. Chaque jour est devenu un spectacle silencieux. Mais dans cette clinique lumineuse et stérile, tandis que l'électrode se blottissait contre mon nerf auditif, j'osais espérer que les sons que j'avais pleurés pourraient revenir. Le chirurgien m'a tapoté l'épaule, une légère tape, rien à voir avec le choc brutal de l'acier qui m'avait privé de l'ouïe, et m'a demandé si j'étais prêt. J'ai hoché la tête, même si je ne savais pas vraiment à quoi j'étais prêt. Mon cœur battait fort, mais je ne ressentais qu'un léger bourdonnement dans ma cage thoracique. Aucun son ne marquait son rythme. Je serrais le bord de la chaise d'examen, les doigts écartés contre le vinyle, et me rappelais que j'étais là par choix. 8 ans plus tôt, je n'aurais peut-être pas survécu à l'accident. Les documents d'assurance disaient qu'il s'agissait d'une négligence industrielle. Mais la vérité était que les machines et les personnes entrent parfois en collision, et que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Les premiers jours après l'accident se sont transformés en un brouillard d'angoisse, d'obscurité et de perte. Isla me tenait la main au plus fort, tandis que les infirmières et les médecins parlaient autour de moi d'une voix trop basse pour être perçue, et je réalisais que tout ce que je tenais pour acquis m'avait échappé. Lorsque le chirurgien signala que l'appareil était actif, un silence s'abattit sur la pièce. Si j'avais pu entendre ce silence, je l'aurais pris pour le silence habituel d'une intervention médicale. Mais dans mon monde, le silence était primordial. J'attendais un retour, la confirmation que l'implant s'était bien connecté, que le miracle promis par la brochure et le sourire du médecin s'était bien produit. Puis je l'entendis, un léger bruissement, comme si l'aile d'un papillon avait effleuré mon esprit. Ce n'était ni de la musique ni des paroles. C'était le léger frottement de ma propre respiration dans mes oreilles, un écho étouffé de la vie. Un frisson, comme un grésillement statique, me parcourut, et je clignai des yeux. Peur et espoir. Peur que cela s'arrête. Espoir que cela s'amplifie. Entendez-vous quelque chose, demanda l'éologiste en se penchant. Je tournai mon visage vers elle, la bouche entr'ouverte, cherchant l'assurance dans ses yeux. Je n'étais pas sûr d'avoir le droit de répondre, alors je me contentai d'inspirer. En expirant, j'entendis le léger souffle d'air qui sortait de mes poumons. Ma gorge se serra sous une émotion indicible. Soulagement, joie, incrédulité. Ma main se leva, les doigts tremblants, et je touchai la bobine derrière mon oreille comme pour ancrer cette nouvelle sensation sur ma peau. Elle entend, annonça le chirurgien à la salle. Sa voix me parvint, creuse et mécanique. Aucune chaleur, mais un langage inimitable. Chaque mot me parut une révélation. Pendant 8 ans, j'avais aspiré aux sons les plus simples. Le réveil matinal m'annonçant qu'il était l'heure de me lever. Les pas de Maya sur le parquet. Le vrombissement du moteur de la voiture que mon père m'avait appris à conduire. J'expirais à nouveau, plus lentement cette fois, me concentrant sur les plus petits détails. Le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Ils étaient plus forts que prévu, bourdonnant comme des cigales prisonnières d'un bocal. Je sentis une larme couler sur ma joue, tracée par le léger claquement de ma peau moite. Isla se tenait à mes côtés, les mains jointes devant elle. Je vis l'éclat de ses yeux et entendis le léger souffle dans sa respiration, mi-soulagement, mi-anxiété. Elle tendit la main, ses doigts effleurant mon épaule, mais je restai immobile, craignant de briser l'instant. 8 ans avaient tempéré son dévouement, érodant l'amour patient qu'elle avait autrefois généreusement donné. Au fil du temps, ses sourires étaient devenus des gestes de politesse. Sa présence quotidienne tenait plus du devoir que de l'affection. Nos enfants, Ryan et Maya, étaient devenus des adolescents qui connaissaient mon silence mieux que ma voix. Ils me saluaient de loin ou griffonnaient des messages sur du papier lorsqu'ils désiraient quelque chose. Je me demandais souvent s'ils m'imaginaient plus comme une statue que comme leur père. Maintenant, je les entendais tous à la fois. Le claquement des chaussures d'Isla sur le carrelage, le sifflement des portes automatiques derrière moi lorsqu'une infirmière entrait. La faible conversation dans le couloir, étouffée, sans importance. Je réalisais à quel point la bande sonore ambiante m'avait manqué.
Quelle étrange intimité cela me procurait de m'enfoncer dans une pièce pleine d'inconnus et de savoir que le léger grondement de ma gorge était entendu. Une vague de puissance montait en moi. J'avais une opportunité, un choix que je n'aurais jamais cru avoir à nouveau. Je regardais Isla, prête à parler, à lui dire que j'entendais à nouveau sa voix, à voir son expression passer d'un espoir prudent à une joie insouciante. Mais quelque chose me retenait. 8 années de silence m'avaient appris à écouter attentivement, à observer avant de réagir. Je voulais savourer l'instant, recueillir des informations dont j'avais été privé autrefois. Je voulais observer les réactions sans filtre d'Eslao, entendre ses véritables sentiments et, surtout, voir comment mes enfants se comportaient lorsqu'ils croyaient que leur père était toujours le sourd qu'ils avaient connu. Alors, j'ai pris une décision dans cette salle de consultation lumineuse, le bourdonnement de la vie autour de moi. Je ne leur dirai pas encore. Je rentrerai chez moi, le même Marcus Brantley auquel ils s'étaient habitués, mais armé de la connaissance de leur voix secrète. J'apprendrai qui ils étaient devenus en mon absence, comment ils parlaient de moi quand ils pensaient que je ne les entendais pas. Et puis, avec le temps, je choisirai le moment pour révéler la vérité. L'éologiste ajusta quelques réglages, et mon oui nouvellement acquis s'affina. Le bourdonnement des lumières devint plus régulier. Le murmure lointain des pas me semblait être des murmures qui n'étaient destinés qu'à moi. Je les laissais m'envahir, une marée de sons que j'avais autrefois pris pour acquis. J'observais le visage d'Isla avec une vive satisfaction, tandis qu'elle attendait que je parle. Je vis ses lèvres bouger sans un son pour la première fois depuis des années. Puis, silencieusement, je me levai. Merci, dis-je, la voix chargée d'émotion. Cela sonna différemment à mes propres oreilles, la voix d'un inconnu qui revenait d'un lieu brisé depuis des années. Le mot résonna dans la pièce, résonnant et réel. Le chirurgien sourit. Isla clase les mains sur la poitrine, je suis sorti de la clinique, sachant que le monde que j'avais retrouvé resterait secret jusqu'à ce que je sois prêt à réécrire chaque chapitre de ma vie et de mes sons. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai senti le poids familier du silence m'envahir. Mais à l'intérieur, la maison bourdonnait comme une ruche. Mon plan était simple, rentrer chez moi, le même sourd qu'il croyait être, et écouter discrètement la vie qui m'avait manqué ces 8 dernières années. Je voulais les observer de l'intérieur, entendre leurs conversations spontanées et découvrir les vérités qui avaient été murmurées en mon absence. Isla m'a fait son signe de tête habituel tandis que je déposais mon sac sous le porte-manteau. Son sourire était poli, mais j'en sentais le froid, une froideur qui s'était accentuée au fil des ans, à mesure que ma perte auditive devenait moins une blessure temporaire qu'un fardeau permanent. « Bienvenue à la maison », a-t-elle dit à voix basse, comme si elle craignait de réveiller quelque chose en moi. J'ai hoché la tête, fermant brièvement les yeux pour affirmer que je me sentais toujours sourd. J'ai levé la main et j'ai passé mon pouce sur le petit boîtier de commande accroché à ma ceinture, comme je le faisais avec mon appareil auditif avant l'accident. C'était un peu théâtral, mais nécessaire. Eslao a croisé les bras et s'est détourné pour consulter son téléphone. Derrière moi, j'ai entendu le verre de vin se poser sur le comptoir, un petit moment de bonheur sonore que j'aurais autrement manqué. Dans le salon, Ryan était affalé sur le canapé, écouteurs sur les oreilles, inconscient de mon retour. Maman était assise, recroquevillée dans un fauteuil, parcourant les pages de son téléphone, ses cheveux blonds tombant comme un rideau entre nous. Je les ai observés un instant, étudiant leur langage corporel. Ils avaient appris très tôt à m'ignorer, un acte d'instinct de survie. Je pensais que 8 ans à parler à mes mains leur avaient appris plus que je ne leur avais jamais appris à communiquer. J'ai décidé de m'asseoir dans mon vieux fauteuil inclinable, celui dans lequel j'avais dormi plus de nuits que dans la chambre d'amis, où Isla avait déménagé lorsque notre relation à la dérive était devenue trop tendue, même pour la proximité. Je m'y suis affalé et j'ai fermé les yeux, me concentrant sur ma propre présence chez moi. Un endroit autrefois animé et joyeux. Aujourd'hui, hormis le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain du système de chauffage, c'était un musée de souvenirs silencieux. Plus tard dans la soirée, Isla invita ses amis pour une soirée entre filles. Je la vis se transformer, passant de l'hôtesse polie qui m'accueillait à la porte à une toute autre personne une fois la porte refermée. Elle se lissa les cheveux, ajusta son pull et afficha un sourire d'essai qui me convainquit qu'elle pensait tromper tout le monde, y compris elle-même. La sonnette retentit et Marcia entra, suivie de Janine et Laura. Elles se groupèrent autour de l'îlot central, versant du vin et tapotant le dos d'Isla. Je me glissai silencieusement jusqu'au seuil de la cuisine et figé là, faisant semblant de fouiller dans le garde-manger. Derrière moi, j'entendis leur voix monter et descendre sur un rythme décontracté.
Le genre de bavardage qu'on ne s'attend pas à entendre quand on n'écoute pas. Le ton de Marcia résonna par-dessus le tintement des verres. C'est une sainte, vous savez. Marcus Brantley, après toutes ces années, j'ai titubé en avant, délogeant une boîte de pâtes et la laissant tomber par terre. Ils ont sursauté, surpris, puis se sont détendus lorsque personne n'a semblé s'en soucier. J'ai redressé la boîte, espérant que la ruse tiendrait. Du coin de l'œil, j'ai observé les amis d'Isla échanger des regards. Vivre avec un homme qui ne l'entend même pas dire « je t'aime ». C'est une punition en soi, murmura Janine, mais pas assez bas. Je ne sais pas comment elle fait. Isla a pris la bouteille de vin et a rempli leur verre. Il ne sait même pas que je dors dans la chambre d'amis maintenant, dit-elle d'une voix douce. C'est juste plus facile pour nous deux. Elle a ri, mais son rire était cassant, comme du verre sous tension. Avant, je pensais que l'amour suffisait. Il s'avère qu'il est bien plus facile de partager un lit avec l'idée d'une personne qu'avec la personne elle-même. Mon cœur s'est serré tandis que je restais là, silencieuse. 8 ans à leur manquer. Des voix, et maintenant je les entendais toutes à la fois. Trahison, dédain, indifférence. Le petit monde de mes enfants tournait autour des écrans, des salles de jeu et des soirées pyjama avec des amis qui ne me connaissaient pas du tout. Le vernis de sainteté d'Isla se fendait en compagnie de femmes qui ne voyaient que le fardeau que je représentais. Je fermai les yeux, pris une inspiration et laissai le silence revenir comme si je n'avais rien entendu. Lorsqu'elles retournèrent dans le salon, je les suivis, agrippé au bord du canapé, je me plaçai de manière à tout voir et tout entendre, faisant semblant de jouer avec mon téléphone, un autre accessoire dans la mise en scène de la surdité. Marcia tapota son verre. À Isla pour, ou plutôt, malgré tout. Elle leva son verre. Les autres suivirent. Leurs rires montèrent en une vague, et j'imaginais les mots éclabousser ma peau. J'aperçus mon reflet dans la fenêtre. Un homme insensible au son, pourtant fraîchement éveillé à toutes les vérités toxiques de sa maison. J'éprouvai une bouffée de satisfaction. J'avais recouvré l'ouïe pour entendre cela. J'avais retrouvé mon pouvoir en un instant, armé d'un savoir qu'ils n'auraient jamais voulu que je possède. Après le départ de leurs amis, Eslaw s'affala sur le canapé, l'épuisement gravé sur son visage. Désolée, murmura-t-elle, non pas pour s'excuser du bruit, mais pour les vérités que j'avais entendues. J'acquiesçai simplement, me glissant dans mon fauteuil inclinable comme si j'avais été là depuis le début. Elle se tourna vers moi, les yeux rouges, scrutatrice. « Ça va ?» demanda-t-elle. Je lui adressai un petit sourire rassurant et touchai mon oreille comme pour vérifier mon appareil auditif. « Oui » murmurai-je silencieusement, puis fermai les yeux, la laissant croire à mon silence. Cette nuit-là, je restai éveillé dans mon fauteuil inclinable, écoutant la maison se calmer autour de moi, les ronflements légers de Ryan dans sa chambre, le goutte-à-goutte lointain du robinet de la salle de bain, le doux bourdonnement du système de sécurité en veille. Je réalisai que la maison était plus vivante. Qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ce n'était pas mon oui qui en était la cause. C'était la prise de conscience de ce qui avait été perdu et de ce qui était revenu. J'allais continuer cet acte de surdité un moment encore. J'énumérerais chaque mot, chaque trahison, chaque demi-vérité, puis, quand je le choisirais, je déclarerais ma présence à haute voix. Pour l'instant, cependant, je resterais l'observateur silencieux chez moi, recueillant les preuves de leur indifférence, savourant le moment où la situation allait enfin changer. J'ai passé le reste de l'après-midi à alterner entre faire semblant de faire la sieste sur le canapé et errer d'une porte à l'autre, me plaçant à portée de voix de chaque conversation familiale. J'étais parfaitement conscient du rythme de la maison, du grincement du carrelage de la cuisine sous les pieds nus, du bruit sourd des chaussures tombant devant la porte d'entrée, du clic de la télévision dans le salon. Quand Jadon, l'ami de Ryan, est arrivé, je me suis attardé juste devant l'arche de la cuisine, observant Ryan s'adosser au comptoir, les bras croisés, l'air impassible et dédaigneux. Il a pris la parole avant même que j'aie eu le temps de m'installer à ma place habituelle près du garde-manger. « Mon papa est comme un meuble », murmura-t-il d'une voix basse mais claire. « Il est juste là. Il ne peut même pas nous crier dessus. » Jadon rit à la remarque, et je remarquai la façon dont les épaules de Ryan se détendirent, fier d'avoir lancé une réplique critique à l'homme qui ne répondait jamais. Mon cœur se serra, mais je gardai une expression neutre, clignant des yeux comme si la somnolence m'avait volé ma réaction. Plus tard, Maya se glissa dans la même cuisine, sa tablette à la main. Je passai de l'écran au comptoir où je me tenais. Elle marqua une pause, feignant d'examiner une étagère à épices avec un ennui exagéré.
Il ne remarque même pas qu'on est là la moitié du temps, dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret précieux. C'est le fantôme. Son murmure résonna indéniablement à travers le linoléum. Et même sans me retourner, je la revis se balancer d'une hanche à l'autre, ses cheveux effleurant sa joue. Je sentis ma poitrine se serrer comme si un étau invisible s'était refermé sur elle, mais je restai immobile. Silencieuse, je soulevai une boîte de haricots sur l'étagère et la laissai reposer, tandis que j'assimilais ses paroles avec une clarté parfaite. L'air autour de moi était chargé d'ironie, un homme rendu invisible par ses propres limitations physiques, pleinement conscient désormais de son invisibilité. Le soir approchant, je retournai à la cuisine, avec l'intention d'aller chercher un verre d'eau, mais ce que j'entendis faillit me faire arrêter le cœur. Eslao faisait les 100 pas près de l'évier, le téléphone collé à l'oreille, la voix d'abord désinvolte, mais devenant de plus en plus froide à chaque mot. Honnêtement, je ne me sens pas coupable, dit-elle en inclinant la tête pour que le téléphone soit parfaitement calé contre son oreille. La plupart du temps, il ne remarque même pas mon absence. Le bourdonnement du réfrigérateur et le clic lointain d'un interrupteur ponctuaient sa confession comme la ponctuation d'une confession accablante. Je m'appuyai contre la porte, les bras croisés, absorbant chaque syllabe comme un homme assoiffé d'eau. Je vois Trevor depuis des mois, poursuivit-elle d'une voix étonnamment ferme. Il écoute vraiment. Trevor, sa collègue, le nouvel homme de sa vie, le traître dans ma propre maison. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un marteau. J'avais envie de me précipiter, de l'affronter, de crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne, mais je me suis forcé à rester immobile. Durant ces secondes, j'ai réalisé la puissance du silence. J'ai laissé mon âme s'imprégner de chaque nuance de son ton. Sa façon de marquer une pause avant de dire « coupable », cette certitude vive et cette chaleur qu'il ne perçoit même pas. J'ai mémorisé sa cadence pour pouvoir la réécouter plus tard. Une tapisserie de trahison tissée à travers des sons ordinaires. Lorsqu'elle a finalement raccroché, j'ai reculé d'un pas, j'ai expiré involontairement et je me suis accordé un instant pour fermer les yeux et apaiser la tempête intérieure. Puis, avec précaution, j'ai pris mon eau et me suis retiré dans le salon, portant le poids de ces mots dans chaque muscle. Cette nuit-là, allongé sur le canapé, je ne pouvais empêcher les pensées de me traverser l'esprit. J'imaginais Isla recroquevillée sous les draps. Dans cette chambre d'amis qu'elle avait occupée des années auparavant, frissonnant au souvenir de notre lit vide. J'imaginais la maison de Trevor, chaleureuse et pleine de rire, où elle devait se sentir entendue. J'imaginais mes enfants se moquant de moi derrière des portes closes, haussant les épaules à l'homme qui leur avait appris à faire du vélo et à lire leurs premiers mots. La douleur émotionnelle était plus profonde que toute douleur physique que j'avais connue. Pendant 8 ans, j'avais senti le monde me filer entre les doigts. Maintenant, je sentais ma famille m'échapper. Mais sous le chagrin et la colère, une sensation différente prenait racine, la clarté. Je reconnaissais que je leur avais donné toutes les chances de m'aimer et de me comprendre, et qu'ils avaient choisi de m'ignorer. Je réalisais que mon silence leur avait facilité la tâche pour m'effacer. Ce fut une leçon de puissance et de présence. Je ne serais plus l'observatrice passive de ma propre vie. Maintenant que je pouvais entendre, je transformerais chaque insulte murmurée, chaque conversation secrète en preuve de leur choix. Je résolus alors d'utiliser les jours suivants à bon escient, en rassemblant les faits, en consultant mon avocat, en planifiant une confrontation qui ne laisserait aucune place. Pour leur dénégation. Le fantôme revendiquerait sa place avant que les fantômes de notre passé ne s'évanouissent sans conséquence. À mon réveil le lendemain matin, la maison était silencieuse, ce silence familier et feutré, mais je la ressentais différemment. Je m'attardais près de la porte de la chambre, écoutant le bruit de la ventilation et le goutte-à-goutte lointain du robinet de la salle de bain. Je savais qu'au moment où Isla et les enfants émergeraient, j'aurais commencé à tracer ma voie, guidé par les murmures dans la cuisine qui révélaient la véritable voix de ma famille. Je parlerai bientôt, mais d'abord, je les ferai s'entendre. Le dimanche arriva dans un calme inquiétant. Je me réveillai tôt, les sens encore éveillés par les derniers jours d'observation clandestine, et je décidai que le dîner de ce soir serait plus qu'un simple repas. Ce serait une épreuve. J'arpentais la cuisine en pyjama, respirant les odeurs familières. Le goût prononcé de l'acier inoxydable, le léger résidu d'agrumes du jus de citron de la semaine précédente, le bourdonnement persistant du réfrigérateur. Je sortis mes vieilles fiches de recettes et les étalai. Le comptoir, maculé de graisse et de traces de café, vestige d'une époque où cuisiner pour ma famille était un acte d'amour plutôt qu'un calcul. Je les ai feuilletés jusqu'à trouver ce que je cherchais.
Du poulet rôti avec des pommes de terre à l'ail et la salade de roquettes et de fraises préférée de Maya. Des plats simples aux saveurs réconfortantes, de quoi tenter même les palais les plus distraits. Je me suis mise au travail méthodiquement. Le poulet était frotté de sel, de poivre et de romarin, des herbes que j'avais plantées dans notre jardin au printemps suivant la naissance de Ryan. J'ai coupé les pommes de terre à l'ail en quartiers, les ai mélangées à de l'huile d'olive et du thym, et les ai glissées au four avec la volaille. Pour la salade, j'ai mélangé du vinaigre balsamique, de la moutarde de Dijon, du miel et de l'huile d'olive, puis j'ai incorporé de la roquette fraîche, des fraises tranchées et des noix de pécan grillées. Tandis que la cuisine embaumait le riche arôme de la volaille rôtie et la douce odeur de vinaigre et de fruits, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des années. De l'impatience, pas pour eux. Approbation, mais pour la révélation que je préparais. Lorsque le minuteur sonna, je dressai l'assiette avec la précision d'un chirurgien. Le poulet brillait, les pommes de terre étaient dorées et la salade illuminait l'assiette de ses teintes pourpres et vertes. J'essuyai une goutte de vinaigrette sur le bord et disposai le tout sur un plateau, prenant un moment pour mémoriser la présentation parfaite. Ce dîner était une expérience, et j'étais à la fois le scientifique et le remplaçant. J'apportai le plateau dans la salle à manger juste au moment où Isla émergeait du couloir, vêtue d'un jean décontracté et d'un chemisier qui laissait deviner l'effort. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, examinant la table dressée avec nos assiettes de tous les jours et mes beaux couverts du vaisselier. Son regard se porta sur moi, puis sur le festin devant elle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix oscillant entre curiosité et agacement. Ryan et Maya apparurent derrière elle. Ryan s'affala, les écouteurs autour du cou. Le regard de maman se rétrécit lorsqu'elle se glissa sur sa chaise. Aucun des deux ne me salua. Je laissai un petit sourire félin traversa mon visage. Je ne voulais plus faire la sourde oreille. Pas quand la vérité pesait si lourd entre nous tous. Pourtant, je m'en tenais au scénario que j'avais perfectionné. Hochement de tête et gestes lents, quelques gribouillis occasionnels sur mon bloc-notes. Dîner. J'ai signé maladroitement, puis j'ai posé une main sur mon cœur comme si cela exprimait une émotion. J'ai pointé le plateau et haussé légèrement les épaules. Leurs expressions vides confirmaient que ma performance était toujours intacte. Isla a fait le tour de la table, récupérant le vin que j'avais rafraîchi plus tôt. Elle s'est servi un verre et a passé un bras sur le dossier de sa chaise comme si elle s'installait pour un repas qu'elle n'avait pas demandé. Le repas a l'air intéressant, a-t-elle dit d'un rire hésitant. Son regard s'est posé sur mon bloc-notes. J'ai griffonné, dîné, puis j'ai posé le stylo, les mains jointes sur mes genoux. C'est ma façon de dire merci, ai-je écrit, avec l'intention de laisser une pointe de reconnaissance apaiser la tension. Ils ont commencé à manger. Ryan il piqua ses pommes de terre avec une indifférence mécanique et parcourut les pages de son téléphone. Maya prit une bouchée hésitante de salade, fronça les sourcils en regardant les fruits et repoussa son assiette. Isla prit un morceau de poulet, le huma, puis en prit une bouchée avec précaution. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement devant la tendreté de la viande, puis se plissèrent de suspicion en réalisant que je surveillais sa réaction plus que le minuteur. Au milieu du repas, Isla se pencha par-dessus la table et me tapota le bras. Elle fronça les sourcils et je haussai un sourcil. Elle griffonna quelque chose sur une serviette et la glissa vers moi. Pourquoi maintenant? Je laissai sa question en suspens, puis je répondis, je voulais juste cuisiner. Elle jeta un coup d'œil à ma réponse, les lèvres serrées, et je sus qu'elle en sentait plus que je ne le laissais paraître. Après quelques bouchées supplémentaires, Isla reprit la parole, d'une voix basse et teintée d'une pointe d'ironie que je n'avais pas entendue depuis des années. La mère de Trevor est tellement adorable, dit-elle en s'adressant à Maya. Tellement chaleureuse. Et accueillante. Tu l'adorerais. Son regard se posa sur moi, comme pour mesurer la distance invisible entre mes oreilles et ses paroles. Mia hocha la tête d'un air absent et dit, c'est mieux que de rester assise ici à faire semblant que papa fait partie de la famille. Le temps sembla ralentir tandis que j'enregistrais ses paroles. La fourchette claqua contre l'assiette, un bruit si sec qu'on aurait dit un projecteur sur sa cruauté. Ma poitrine se serra et, l'espace d'un instant, je craignis de m'effondrer sous le poids de leur insensibilité. Mais au lieu de cela, je me levai lentement de ma chaise, poussai le plateau vers le bord de la table et parlai d'une voix claire qui nous surprit tous. Merci pour le dîner, dis-je, chaque mot résonnant comme un coup de marteau sur du verre. Ils se figèrent. La main d'Isla sortit de sa gorge. La bouche de maman forma un « oh » parfait, et Ryan resta bouche bée comme s'il avait vu un fantôme. Je contournai la table,
prit mon assiette et jetai la nourriture dans la poubelle que j'avais cachée à proximité. Des morceaux de poulet et des morceaux de pommes de terre éclaboussèrent le sol. Linoleum. Je regardais le filet glisser dans le tonneau, les miettes s'envolant comme pour rejeter les gens qui s'étaient rassemblés autour. Ils restèrent assis, stupéfaits, dans un silence de mort tandis que je rapportais mon assiette à la cuisine. Le tintement de la porcelaine résonna dans le couloir, un cœur triomphal marquant la fin de mon endurance silencieuse. J'ouvris la poubelle, y jetai les restes et la refermai fermement. Me retournant vers la salle à manger, je vis Isla debout près de la table, les yeux brillants de douleur et de colère. Maya et Ryan tressaillirent sous le poids de mon regard sincère. Je ne m'excusai pas. Je ne défendis pas mes actes. Je m'essuyai simplement les mains sur un torchon et dis, j'ai tout remarqué. Puis je sortis de la salle à manger, me laissant envelopper par le silence pesant. Derrière moi, leur panique murmurée emplit l'air, des fragments de ce qu'ils venaient de dire. Et avaient-ils vraiment entendu? La preuve que le test avait fonctionné. La preuve que j'étais enfin de retour dans leur monde. Et pour la première fois en 8 ans, je ressentis la puissance. Ma propre voix résonnait dans les pièces que je croyais silencieuses à jamais. J'étais assis dans mon bureau à domicile en fin d'après-midi, la douce lueur de la lampe de bureau illuminant des piles de courriers non ouverts et ramassant la poussière sur ma surface en acajou poli. Mon cœur battait la chamade tandis que je tapais mon épingle sur le buvard, réfléchissant à ma prochaine action. La trahison d'Isla m'avait blessé plus profondément que n'importe quelle blessure physique, et je savais que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour gérer les conséquences. C'est alors que j'ai pris mon téléphone et composé le numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Maître Holston, l'avocat qui m'avait guidé à travers le dédale des contrats et des détails de l'entreprise lorsque je dirigeais ma propre entreprise de logistique avant l'accident. Le téléphone a sonné 2 fois avant que sa voix calme et posée ne réponde. Marcus Brantley, a-t-il dit, la surprise perçant sa voix. Ça fait un bail. J'ai avalé avec difficulté, la gorge sèche. Oui, j'ai réussi, en me ressaisit. J'ai besoin de votre aide. On peut se voir cet après-midi? Il hésita un instant, comme s'il pesait le pour et le contre depuis notre dernière conversation. Puis il répondit, bien sûr, à mon bureau dans 1 heure. J'acceptai et raccrochai, me passant la main dans les cheveux, me préparant mentalement à la confrontation à venir. À mon arrivée à Holston et Pierce, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le hall élégant. Le réceptionniste m'accueillit avec une curiosité polie. Personne, à part Isla et les enfants, n'était au courant de mon rétablissement auditif avant de me faire entrer dans son bureau lambrissé d'acajou. L'odeur familière des livres de droit reliés en cuir et ciré me rappelait l'époque où je me sentais maître de moi, où le langage juridique et les petits caractères me donnaient le pouvoir sur le chaos. Holston se leva de derrière son bureau et me proposa une poignée de main ferme. Son regard perçant derrière ses lunettes à monture métallique remarqua quelque chose dans mon expression, une détermination d'acier que j'affichais rarement. « Assieds-toi, Marcus, dit-il en désignant un fauteuil en cuir en face de son bureau. Je me perchai sur le bord et m'éclaircis la gorge. Je veux un audit complet de tous nos comptes. J'ai commencé, la voix posée. J'ai besoin de savoir où est passé chaque dollar ces 5 dernières années. Et je veux mettre à jour mon testament. Ses sourcils se sont levés à l'unisson. Mettre à jour son testament est simple, a-t-il répondu. Mais les audits prennent du temps et de l'argent. Que s'est-il passé? J'ai hésité, puis j'ai décidé que l'honnêteté me servait mieux que la dérobade. J'entends à nouveau, ai-je dit doucement, sa plume immobile. L'implant cochléaire a fonctionné. Il y a 2 semaines, j'ai vu les rouages tourner dans sa tête, reconstituant les implications de mes aveux. Holston a posé son stylo et s'est adossé à sa chaise. Quelle merveilleuse nouvelle, vraiment. Mais pourquoi cet audit? J'ai croisé son regard, refusant de broncher. Parce que durant ces semaines, j'ai entendu des choses qui montraient clairement que quelqu'un détournait des fonds de nos comptes joints. Des retraits que je n'ai jamais autorisés. Des prêts contractés à mon nom. Des dépenses que je n'ai jamais engagées. Et ce n'est pas tout. Une voiture immatriculée uniquement au nom d'Isla. Un fonds pour les études de Maya presque épuisé. Quelqu'un a vécu ma vie. La vie est un cauchemar pour moi, et j'aimerais savoir qui. Son expression se durcit, marquée par l'inquiétude et une pointe de colère. Soupçonnez-vous votre femme, demanda-t-il. Une vague de détermination me submergea. J'ai des raisons de le croire, et je veux protéger mes intérêts et l'avenir de mes enfants.
Il se pencha en avant, les doigts croisés. D'abord, nous allons geler temporairement vos comptes joints jusqu'à ce que nous puissions terminer l'audit. Ensuite, nous désignerons un expert comptable pour examiner chaque transaction au peigne fin. Quant à la mise à jour de votre testament, nous devrions discuter de la restructuration de la tutelle ou de l'ajustement des héritages. J'ai hoché la tête. Je veux attribuer le fonds d'études directement à Maya, dans le cadre d'une fiducie nécessitant une preuve d'inscription. Et je veux changer le bénéficiaire de mon assurance vie. Holston prit des notes, les griffures de son stylo résonnant comme un tonnerre lointain. Très bien. Nous allons rédiger les documents nécessaires et planifier l'audit immédiatement. Y a-t-il autre chose? J'ai marqué une pause, hésitant à partager l'étendue de cette trahison émotionnelle, mais j'ai décidé de me concentrer sur le sujet. Concret. Oui, dis-je enfin. Je veux que ça se passe discrètement. Pas d'alarme, pas de ragot. Pour l'instant, il me croit encore sourd. J'ai l'intention de rester dans cet état jusqu'à ce que je décide de révéler la vérité. Hall hocha la tête, une lueur de respect dans les yeux. Compris. Nous procéderons confidentiellement. Autre chose? Je secouai la tête. Merci. Murmurai-je. Il m'adressa un petit sourire, celui qui salue un client prêt à reprendre sa vie en main. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un sentiment de but que je n'avais pas éprouvé depuis l'accident. Le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de violet et d'or meurtri tandis que je parcourais les rues tranquilles de la banlieue. Je pensais aux écritures du grand livre que j'allais bientôt découvrir, aux preuves qui confirmeraient tous mes soupçons. Plus encore, je pensais au testament que j'allais réécrire, à l'héritage que je laisserais à mes enfants et à moi-même, à une déclaration affirmant que je n'étais plus l'homme invisible que j'étais devenu. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, plein de détermination. Je sentais l'odeur du dîner qui cuisait. Un léger parfum d'oignon et de poivron émanait de la cuisine. J'aurais pu entrer en trombe, confronter Islao à mes conclusions, exiger des explications, mais je me suis rappelé que la patience était mon allié. J'avais lancé le mouvement. Mon avocat se chargerait des démarches juridiques pendant que je rassemblerais les dernières preuves. En montant l'escalier menant à mon bureau, j'ai jeté un coup d'œil à une photo encadrée accrochée au mur. Isla tenait la petite Maya dans ses bras, Ryan trottinait à côté d'eux, et moi, penché en avant, murmurant des encouragements. J'ai tendu la main et touché la vitre, un doigt traçant le contour de mon propre reflet. L'homme sur cette photo me semblait être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'heureux dans un monde sonore. J'ai fait un petit signe de tête déterminé à la photo. Dans quelques semaines, je retrouverai plus que Louis. Je retrouverai ma vie. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi la nuit, non pas dans le silence du fauteuil, mais avec la conviction tranquille de ne plus être le fantôme de ma propre histoire. J'ai décidé que la prochaine étape serait, théâtrale, quelque chose de assez grand pour attirer chaque secret en plein air. Donc, j'ai envoyé des invitations à un dîner en famille chez nous, en nous adressant tous comme si rien n'avait changé. Isla, les enfants, ses parents, son frère Craig et sa femme Nathalie, et oui, Trevor. J'ai imprimé des cartes élégantes sur du papier crème épais avec calligraphie qui lisait simplement le dîner en famille. Samedi 19h je les ai glissés sous des portes et envoyé un SMS au numéro de travail de Trevor. Je voulais qu'ils soient tous sous un même toit, rassemblés à ma table où je surveillais leur visage alors que je récupérais mon pouvoir. Ce samedi, j'ai passé l'après-midi à nettoyer et à mettre la salle à manger. J'ai posé la table avec la porcelaine de ma bonne grand-mère de machine bordée de lavande et poli l'argent jusqu'à ce qu'elle brille. J'ai drapé une nappe blanche croustillante sur la surface du chêne, puis j'ai disposé des lys frais dans un vase en verre bas au centre, leur parfum doux mais indubitable. Mes verres à vin spéciaux attendaient à côté des serviettes en lin plié, chacune fixée avec une mince brio de romarin. L'effet était simple mais délibéré, un rappel des rassemblements que nous avons tenus ici avant que le silence ne se glisse entre nous. À 6h45, j'ai entendu la première voiture se lancer dans l'allée. J'ai ouvert la porte d'entrée pour saluer les parents d'Islao, Margaret et Paul, qui sont entrés sous mon bras. Leur sourire était poli mais tendu, comme s'ils sentaient la tension persistante dans l'air. Je les ai accueillis chaleureusement et les ai dirigés vers le salon pour attendre. Quelques instants plus tard, Craig et Nathalie sont arrivés, venteux et riant trop fort. Nathalie a placé son sac à main de créateur sur la table de la console et m'a donné un câlin préfeinteur tandis que la main de Craig s'attarda sur mon épaule avant de lâcher prise. Je passai à la salle à manger comme s'il se préparait. Isla est venue ensuite,
habillée pour une soirée plutôt que pour un repas en famille. Son chemisier a fait des cheveux et ses cheveux parfaitement coiffés. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, clignotant en prenant la table. Marcus, dit-elle, la voix cool. C'est beau. Elle a fait un pas en avant et ensuite un autre, se plongeant dans le salon avec les autres. Trevor est arrivé en dernier, portant une bouteille de vin qu'il supposait être appréciée. Il portait un blazer sur une chemise croquante, regardant chaque pouce l'invité qui venait impressionner. Son regard s'est tourné vers moi avec un scintillement d'arrogance, comme pour dire « Je suis appartenant à une salle de conduite ». Quelle est la maison de la maison? Le sourire narquois de Trevor se figea et Craig toussa dans sa serviette. Nous nous sommes assis et j'ai signalé le premier cours. Une soupe de courge musquée crémeuse garnie de graines de citrouille grillées. Le serveur, un ami que j'avais embauché pour la soirée, a amené des bols à la table et le liquide brillait comme des braises contre la Chine. La conversation était provisoire. Margaret a siroté sa soupe et m'a offert un signe de tête encourageant. Paul a évité le contact visuel. Nathalie tamponna ses lèvres avec sa serviette. Trevor a remué la sienne avec une cuillère comme si elle devait le goûter. À l'arrivée du plat principal, le saumon brûlé sur un lit de riz sauvage avec des asperges sautées. Je les ai regardés de près. J'avais déjà enregistré certaines conversations dans mon esprit. La confession d'Isla dans la cuisine, les blagues de Ryan, les petits de Ma. Maintenant, je voulais voir leur visage, leur honte, leur peur. J'ai parlé à nouveau avant que quiconque puisse récupérer son sang-froid. J'aimerais proposer un toast, dis-je, soulevant mon verre d'eau, qui a attrapé la lumière du lustre et l'a réfracté dans des fragments d'encens au plafond. La vérité. J'ai tenu le mot pour un battement de cœur, le laissant pendre entre nous. Les grillons auraient peut-être sonné plus fort dans le silence qui a suivi. La voix de Marsha de plus tôt dans mes soirées truquées me vient à l'esprit. Il ne sait même pas que je dors dans la chambre d'amis. Maintenant, je leur offrais une chance de dormir entièrement ailleurs. Margaret cligna des yeux en arrière et chuchota, « Marcus. » Mais j'ai posé un doigt sur ma poitrine et j'ai secoué la tête, « S'il vous plaît laissez-moi finir. » Craig se déplaça sur son siège. Trevor s'assit dans sa cuillère, la mâchoire de May se serra. On m'a dit que j'avais perdu mon audition il y a 8 ans, dis-je lentement, mais je l'ai retrouvée il y a 2 semaines. J'ai regardé leurs bouches s'ouvrir, leurs fourches figées dans les airs. Au cours de ces semaines, j'ai écouté non seulement les beaux sons que je pensais avoir disparus pour toujours, mais à vos mots non gardés. Leurs yeux tournèrent entre eux, la panique s'élevant comme de la fumée. J'ai pris une respiration et j'ai placé mon assiette devant moi. J'ai entendu des confessions, des trahisons, des blagues à mes dépens. Mon regard a trouvé Islo et j'ai vu son visage blanche. J'ai entendu que vous me référez comme des meubles comme le fantôme. J'ai continué, la voix inébranlable. Je vous ai entendu admettre que vivre avec moi est plus facile lorsque je suis dans la chambre d'amis. Et je t'ai entendu, Trevor, je me vante que tu écoutes. Mes paroles les ont frappés comme des pierres. Ensuite, j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone et un carillon doux a retenti. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la table, en sélectionnant l'enregistrement que j'avais fait de l'appel d'Isla. Les premiers mots crépitaient à travers les haut-parleurs. Honnêtement, je ne me sens pas coupable. Ils ne remarquent même pas que je suis parti la plupart des nuits. Je vois Trevor depuis des mois. J'ai regardé la couleur s'écouler de leur visage, des larmes se formant dans les yeux de Margaret tandis que l'épreuve jouait. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, j'ai réglé le téléphone sur la table, son écran brillait avec l'horodatage. La pièce était immobile étouffante. Le visage de Trevor était cendré. La femme de Craig pleura tranquillement. Ma fille a couvert sa bouche et les épaules de mon fils s'effondrent. Je me suis assis et expiré lentement. Ce soir était censé être un dîner en famille, ai-je dit. Mais vous m'avez montré que je ne fais plus partie de cette famille car vous l'avez définie. Alors considérez cela comme un adieu à cette illusion. Je me suis tenu, j'ai rassemblé ma serviette et je suis sorti de la salle à manger, les laissant confronter les ruines de leur propre fabrication. Derrière moi. J'ai entendu leurs sanglots en sourdine et j'ai chuchoté les excuses, mais je n'avais plus besoin de leurs mots. J'en avais assez entendu. Je me suis réveillé le lendemain matin au bourdonnement familier de la vie en retournant dans notre rue habituellement placide. Le grondement d'un camion de livraison qui passe, des oiseaux gazouillant dans le chêne à l'extérieur, la légère goutte à goutte du système de gicleurs arrosant la pelouse. Mais en moi, tout avait changé.
La confrontation que j'avais organisée la veille avait changé les règles d'engagement. Plus d'observations silencieuses. Plus de prétention. J'ai déplacé ma routine avec une intention nette. Une douche sous l'eau. Je pouvais maintenant entendre des éclaboussures contre les carreaux. Un rasage accompagné de l'écran aiguisé de la lame sur le rasoir. Le clic de la brosse à dents contre l'évier en porcelaine. Chaque son banal se sentait électrique. Un rappel que j'avais récupéré non seulement mon audition, mais ma voix et mon agence. En bas, j'ai trouvé la maison inhabituellement encore. La porte d'entrée est restée verrouillée et les chaises de salon ont été disposées dans la formation rigide qu'ils avaient occupée lors du dîner d'hier. J'ai fait du café dans la cuisine, en appuyant sur le terrain dans le filtre et en soulevant le levier avec un clic satisfaisant, puis j'ai versé le breuvage fumant dans ma tasse préférée. L'arôme, amer, sombre, réconfortant, a rempli la pièce, et je l'ai savouré, montant ma plus grande participation au plus petit rituel de la vie. J'imaginais Isla se réveiller dans la chambre d'amis qu'elle avait prétendue. Son cœur battant avec crainte de ce que j'avais exposé. J'ai imaginé Maya et Ryan dans leur chambre, rejouant l'enregistrement dans leur esprit. La honte et le regret ont compliqué leur colère adolescente. Ma poitrine s'est resserrée avec un curieux mélange de triomphe et de chagrin. J'avais démantelé leurs illusions confortables, mais j'avais également cassé les fils fragiles qui nous avaient autrefois liés. J'ai terminé mon café et transporté la tasse à mon étude où la lettre de Monsieur Holston est restée sur mon bureau confirmant l'audit et les mises à jour. J'ai souri au filigrane net, le ton officiel promettant la justice et l'ordre. J'ai glissé la lettre dans ma mallette et j'ai glissé par la porte latérale. Mon plan était de se rendre à la cabine du lac où j'avais enseigné une fois aux enfants à pêcher, un endroit qui sentait encore du pain et faisait écho à des souvenirs de rire avant que la trahison ne soit aigrie notre maison. J'avais besoin de solitude pour trier mes propres pensées, pour entendre ma propre voix non filtrée par la douleur des autres. Le trajet était méditatif sur des routes de voies flanquées de champs de fleurs sauvages, le whoosh de vent à travers la fenêtre fissurée, pneus bourdonnant contre l'asphalte. Je me suis arrêté dans l'allée de gravier de la cabine et j'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte, écoutant le monde respirer autour de moi. Je suis entré à l'intérieur, les planches de plancher grinçant sous mon poids et mettent ma mallette au foyer. La cabine était silencieuse, mais pas silencieuse. Le bas bruissement des branches d'arbres contre la fenêtre, le tour éloigné d'eau contre le quai, la douce tique de l'horloge murale. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré lent, laissant la symphonie naturelle me se laver. J'ai trouvé une vieille chaise en bois près de la fenêtre et je me suis assis, mallette ouverte sur mes genoux. J'ai sorti le dispositif d'enregistrement que j'avais utilisé au dîner et j'ai écouté la confession d'Isla, la clarté frappante de sa voix déchargée par la honte jusqu'à ce qu'elle réalise que je pouvais entendre. La pause avant qu'elle ne dise que Trevor a cassé quelque chose en moi. Je me souviens du jour où elle l'a rencontré pour la première fois, comment elle a ri de une petite blague, et comment j'ai commencé à dériver dans mon propre silence, ne faisant pas de la connexion en vie. J'ai appuyé sur stop et placé l'appareil sur la table à côté de moi, déterminé à ne plus jamais revisiter ce moment. Au lieu de cela, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire une lettre à mes enfants. Pas une conférence ou une réprimande, ce que je livrerais en personne s'ils choisissaient de réconcilier, mais une promesse. J'ai écrit sur l'homme que j'avais été avant l'accident. L'homme que j'avais devenu en silence et l'homme que j'avais l'intention d'être maintenant que je pouvais entendre à nouveau. J'ai écrit sur mes espoirs pour les deux. Ce Ryan apprendrait le pouvoir de la gentillesse dans ses mots. Que Maya trouverait sa voix et l'utiliserait avec intégrité. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe qui leur est adressée et je l'ai placée dans ma mallette où elle attendrait qu'il soit prêt. Alors que je me tenais et m'étirais, le soleil de fin d'après-midi incliné à travers les fenêtres, j'ai réalisé que j'avais encore une chose à entendre. Mon rythme cardiaque, stable et fort, un témoignage de la survie et du renouvellement. J'ai pressé ma main vers ma poitrine et j'ai senti le rythme sous ma paume, plus fort que toutes les voix autour de moi. J'ai souri au son, la preuve intime que j'étais en vie. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver l'allée vide. La porte d'entrée était un pot, et à l'intérieur de la maison se sentait simultanément familière et extraterrestre. J'ai allumé la lumière du couloir et entendu l'écho de mes pas, une piste de percussion solitaire accompagnant mon retour. Je mets ma mallette sur la table d'entrée et je me suis dirigé vers le salon où les chaises ont toujours prouvé la garde dans leur rangée formelle. J'ai imaginé le poids de leurs yeux sur moi quand je les ai confrontés, le silence soudain qui tombait comme une couverture. Isla m'attendait dans la cuisine, penchant contre le comptoir avec des bras croisés. Son visage était tiré et pâle, son maquillage taché comme si elle avait pleuré. Elle m'a regardé avec des yeux qui ont plaidé pour la fin du silence entre nous.
Mais je n'étais plus cet homme silencieux. Je l'ai approché et parla, ma voix basse mais ferme. Isla, nous devons parler. Elle hocha la tête, se rapprochant. J'ai vu le scintillement de l'espoir dans ses yeux que nous pourrions récupérer quelque chose, que la confession aurait pu être une erreur. Au lieu de la peur, je me sentais pitié. J'ai tout entendu, dis-je doucement. Et j'ai décidé de ce qui vient ensuite. Sa lèvre trembla alors qu'elle tendit la main pour ma main. Je me suis éloigné. Je vous donne 30 jours pour déménager, j'ai poursuivi, chaque mot délibéré. Après cela, la confiance de Maya devient active et je réviserai la tutelle. Je veux minimiser les dégâts, mais je protégerai ce qui est à moi. Des larmes ont glissé sur ses joues, des sanglots silencieux se pressant des épaules. Derrière elle, j'ai entendu des pas dans les escaliers. Les enfants, dessinés par la tension, je me suis retourné et j'ai parlé à nouveau, sachant qu'ils pouvaient entendre, Ryan, viens ici. Mes enfants sont apparus à la porte, hésitants. Leurs yeux étaient rouges, leur visage marchait. J'ai tenu la lettre que j'avais écrite pour eux et je l'ai mise sur le comptoir entre nous. C'est pour vous, ai-je dit. Lisez-le quand vous êtes prêts. Ni l'un ni l'autre. Je leur ai donné chacun un signe de tête et je me suis retourné à Isla. Je vais organiser les détails avec Holston, dis-je, voix douce mais irrévocable. 30 jours. J'ai quitté la cuisine et descendu les escaliers, les marches faisant écho comme les lignes de clôture d'une pièce. Je m'arrêtai en haut, plaçant ma main sur la rampe et regardai vers le bas. La maison était à nouveau silencieuse, mais maintenant le silence était différent. Ne suffocant plus, mais chargé de possibilités. J'ai réalisé que le silence que j'avais craint autrefois pouvait être nécessaire, un espace dans lequel je pouvais reconstruire ma vie selon mes propres conditions. Je suis monté dans le lit cette nuit-là, cocooné dans des couvertures qui ne ressemblaient plus à une barrière contre le bruit. J'ai fermé les yeux et entendu le son le plus important de tous. La montée et la chute régulière de mon souffle. Le rythme durable d'un homme qui avait survécu, qui avait écouté, et qui disait sa vérité chaque fois qu'il choisissait. Le lendemain, j'ai livré mon ultimatum, la maison était étrangement vacante. Mes pas résonnaient dans des chambres vides alors que je passais de la cuisine au salon. Chaque espace familier maintenant marqué par l'absence. Les vêtements d'Islao avaient disparu du placard. Son côté du lit était intact. La chambre d'amis, une fois son refuge, était étrangement vierge. J'ai réalisé que je leur avais donné le silence qu'ils m'ont donné pendant des années, un vide qu'ils habiteraient maintenant à leurs propres conditions. J'ai passé la matinée dans le salon, assis dans mon fauteuil inclinable et regardé la lumière du soleil se déplacer sur les planchers de bois franc. À l'extérieur, les oiseaux gazouillaient d'indifférence. À l'intérieur, le silence a plu en suprême. Pour la première fois depuis que je reprends mon audition, je ne ressentais aucune contrainte à remplir le calme de télévision ou de radio. Au lieu de cela, je laisse le silence témoigner de mon choix. Dans le passé, ma surdité m'avait été imposée. Maintenant, le silence était un cadeau que je me faisais. L'appel de mon avocat est venu à midi pour confirmer le gel du compte et m'informer que les auditeurs avaient découvert des écarts. Transfert mensuel sur un compte Shell, chèque de frais de scolarité écrit dans les institutions disparues, paiement sur un bail de voiture pour un véhicule que je n'avais jamais conduit. Chaque entrée était un poignard de preuve. J'ai demandé à Holston de procéder aux ajustements de la tutelle et de préparer les dépôts de divorce. Il m'a rappelé que si les délais juridiques peuvent être lents, le gel protégerait les fonds des enfants jusqu'à ce que les tribunaux approuvent notre accord. Je l'ai remercié et raccroché, sentant le lourd soulagement des frontières juridiques qui se forment autour de ma vie. Cet après-midi, Ryan a frappé à la porte de mon bureau. Il se glissa à l'intérieur, les yeux abattus, portant une enveloppe froissée, ma lettre à lui et à sa sœur. « Papa, commença-t-il, voix instable. Pouvons-nous parler ?» J'ai fait signe à la chaise en face de mon bureau et j'ai regardé le couler, en serrant l'enveloppe. Il a déplié le papier avec des doigts tremblants et a lu en silence. Son front se fronça, des larmes se sont renversées sur la page. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient rouges mais clairs. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas. J'étais en colère, mais je ne te détestais pas vraiment. J'ai atteint le bureau et j'ai placé une main sur son épaule. La colère révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis content que tu es venu. Il hocha la tête et nous nous sommes assis ensemble dans le silence. 2 générations apprenant de nouvelles façons de communiquer. Plus tard, Maya m'a envoyé un texto.
Pouvons-nous parler? Je l'ai invité à se joindre à moi dans l'étude. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, l'enveloppe entre nous. Elle se mordit la lèvre, lisant des parties de la lettre à haute voix d'une voix tremblante. Tu m'as manqué, a-t-elle dit. Je pensais que tu m'en fichais. J'ai expliqué comment mon silence avait été une barrière, pas un choix. Comment entendre à nouveau, je pouvais choisir quand parler et quand écouter. Elle se pencha, posant sa tête sur mon épaule. Je veux faire le bien, elle murmura-t-elle avec les enfants qui comblent lentement les nouvelles lacunes. J'ai tourné mon attention vers la reconstruction de mon propre monde. Le lendemain, je me suis rendu à l'organisme de bienfaisance pour les vétérans sourds où j'avais bénéficié des décennies auparavant. À la réception, le coordinateur m'a accueilli avec une chaleureuse surprise. Marcus, nous avons raté votre aide. J'ai passé des heures à organiser des dons d'aide auditive et à enseigner des ateliers de l'e-reading, à redécouvrir un sens de l'objectif en dehors de la trahison qui avait consommé ma vie familiale. Chaque rire, chaque accomplissement partagé a rempli les espaces laissés par l'absence de ma famille. Jeudi matin, j'ai visité le garage du mécanicien où j'avais appris à réparer les voitures avant l'accident. J'ai passé la journée au coude au plus profond dans l'huile, en reconstruisant un moteur que j'ai échangé pour financer mon implant cochléaire. Le clignotant rythmique de la clé contre-bolt, le sifflement de l'air comprimé, le rugissement d'un moteur nouvellement réglé, tous ont marqué ma remise en état des compétences et des passions que je pensais avoir perdues. Quand j'ai tourné le moteur, j'imaginais Isla et Trevor écoutant mon absence, n'entendant que l'écho de ce que j'avais choisi de laisser derrière lui. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour moi. Légumes grillés et saumon brûlé plaqués simplement sur un plat. J'ai mangé près de la fenêtre, en regardant le soleil plonger sous l'horizon. Le silence autour de moi était doux, un compagnon plutôt qu'un vide. J'ai réfléchi à la façon dont j'avais une fois assimilé le silence à la perte, mais maintenant j'ai compris sa puissance comme un espace où la guérison et la croissance pouvaient prendre racine. Avant de me coucher, j'ai traversé les chambres vides, autrefois remplies de vie de famille, attendant maintenant de nouveaux occupants. Je m'arrêtais dans ma propre chambre, passant une main sur la chaise où je m'asseyais et faisais semblant que je ne pouvais pas entendre. J'ai souri à l'immobilité, sachant que je ne supporterais plus jamais le silence imposé par un autre. Au lieu de cela, je l'ai adopté comme un choix qui a défini mes limites, protégé ma paix et honoré ma nouvelle voix. En éteignant les lumières, j'ai entendu un ping doux. Le texte de Mia clignote sur mon téléphone. Merci, papa. J'ai tapé. À tout moment. Ensuite, j'ai fermé les yeux, laissant le silence de ma maison vide me perdre pour dormir. Un silence que je méritais. Un silence que j'ai choisi. Un silence qui parlait plus fort que tous les mots. L'Islam a emménagé dans son appartement 2 semaines après notre confrontation. Laissant la maison en se sentant étrangement spacieux et creux. Sans sa présence, les pièces qui ont autrefois bourdonné de trahison fredonnaient maintenant de possibilités. J'ai erré dans les espaces vides chaque matin, écoutant les échos de mes propres pas et l'appel lointain des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre. Le silence était différent maintenant. Plus un mur entre moi et le monde, mais une toile sur laquelle je pouvais peindre ma nouvelle vie. Un après-midi, je me suis assis à mon bureau en passant par le rapport d'audit que l'équipe de Holston avait compilé. En ligne, ils ont retracé les retraits non autorisés, les chèques de scolarité détournés, les paiements de location pour la voiture que je n'ai jamais conduite. L'épreuve était accablante dans sa précision. Date, montant, idée de transaction, tous mis à nu. J'ai ressenti une sombre satisfaction à savoir que la vérité avait été exposée, qu'aucune pierre ne restait non retournée. J'ai signé sur les prochaines étapes juridiques et je me suis penché en arrière sur ma chaise, à fermer les yeux et à savourer le moment de clarté. À ce moment, j'ai entendu un coup provisoire à la porte d'entrée. C'était Ryan. Il se tenait là, les bras croisés, les yeux fatigués mais déterminés. Il a porté un petit sac à dos baissé sur une épaule et son expression a mélangé des excuses avec espoir. Il est entré à l'intérieur sans attendre une invitation et a tendu son téléphone. J'ai fait une playlist, dit-il doucement. Les chansons que vous jouiez lors de voyages en voiture. Ses excuses étaient sans parole, véhiculées par la technologie dans sa main. J'ai ressenti une affection. Cet adolescent, une fois certain que j'étais un fantôme, qui traverse maintenant notre relation fracturée, j'ai souri et mis de côté le rapport d'audit. Laissez-moi voir, dis-je en le faisant signe. Il a tapé l'écran et appuyé sur le jeu. Des accords familiers ont rempli la pièce. Voici le soleil. Sweet Home, Alabama.
La bande-son des vacances en famille avant le silence ne tombe pas entre nous. Nous nous sommes assis sur le canapé ensemble, la musique s'enroulant autour de nous comme une mémoire partagée. À la fin de la première chanson, Ryan m'a regardé avec ses yeux brillants et sérieux. Je voulais que tu saches que je me souviens encore. J'ai hoché la tête, sentant une bosse dans ma gorge. Merci, dis-je, ma voix attrapant. Cela signifie beaucoup. Il m'a tiré dans un câlin rapide, une étreinte hésitante et imparfaite, puis a reculé sur ses pieds comme si elle était incertaine à quel point il a été autorisé à donner. Je l'ai regardé quitter la pièce et je me suis demandé combien de ponts supplémentaires nous avions besoin pour reconstruire. Plus tard dans la soirée, Maya a envoyé un texto pour dire qu'elle s'arrêtait. Quand elle est arrivée, elle a porté un album photo de nos jours préassés. Des instantanés d'anniversaire, des voyages à la plage, des barbecues en famille. Elle s'assit sur le sol et traversa les pages, soulignant des moments, le temps que je les chassais dans les vagues. Le matin, Ryan m'a surpris avec des muffins fraîchement cuits. Le regard sur le visage d'Eslao quand elle a réalisé que les enfants avaient écrit « Joyeux anniversaire, papa » en lettres à bulles sur la cuisine. Je me suis accroupi à côté d'elle, traçant les images avec mon doigt. Je veux m'en souvenir, dit Maya, voix vacillant. Même si les choses ne seront plus jamais les mêmes. J'ai enroulé un bras autour de ses épaules et j'ai dit, nous ferons de nouveaux souvenirs. Nous nous sommes assis en silence, laissant les photos parler pour nous. Chaque image une promesse de possibilités à venir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de mon ancienne unité militaire m'invitant à parler lors d'un gala caritatif pour les vétérans sourds. Ils avaient entendu parler de mon implant de coléar et voulaient que je partage mon histoire de perte et de remise en état. J'ai accepté sans hésitation. Debout sur cette étape, racontant comment le silence m'avait défini et comment j'ai choisi de me libérer, j'ai vu le public penché, captivé par le voyage de la muqueuse à la voix. Leurs applaudissements m'ont lancé comme une affirmation depuis que mon expérience pourrait inspirer les autres. De retour à la maison, alors que je déballais le programme de gala, j'ai réalisé à quel point j'avais grandi. Je n'avais plus besoin que la maison soit remplie de rires ou de conversations pour me sentir vivant. J'avais appris à habiter le silence avec un but. Pourtant, j'ai aussi envie de connexion, et j'ai juré de nourrir les liens fragiles avec mes enfants, et un jour peut-être pour ouvrir mon cœur. Cette nuit-là, j'ai traversé la maison et j'ai fait une pause dans chaque pièce. Dans la salle à manger, je me suis souvenu du goût du poulet rôti et du crash de la confiance brisée. Dans le salon, j'ai entendu les souches de la playlist de mon fils résonner entre les murs. Dans l'étude, j'ai ressenti la force silencieuse des décisions prises dans la solitude. J'ai réalisé que même si ma forme de famille avait changé, la maison détenait toujours les échos de l'amour, aussi faible. J'ai grimpé les escaliers et je me suis tenu en haut, en regardant dans le couloir. La maison était calme, mais dans ce calme, j'ai entendu quelque chose de nouveau. Mon rythme cardiaque, régulier et inébranlable. J'ai placé une main sur ma poitrine et j'ai souri, sachant que même si j'avais passé des années à écouter d'autres voix, la plus importante était la mienne. Et à partir de maintenant, je choisirais quoi entendre et quoi parler. Guidé par la certitude que ma vie, autrefois silencieuse, était enfin vivante avec possibilité. Des mois se sont écoulés et le monde à l'extérieur de ma maison s'est avancé pendant que je reconstruisais ma vie à mon rythme. J'ai passé les matins à faire du bénévolat à l'organisme de bienfaisance des anciens combattants, à l'après-midi pour restaurer des voitures classiques et en rattrapant les conversations que j'ai manquées pendant 8 ans. Chaque jour, j'ai choisi de parler ou d'écouter, savourant à la fois le son du rire et la puissance de mon propre silence. Un samedi croustillant, je suis retourné à la cabine du lac, l'endroit où j'ai appris à pêcher avec mes enfants. La cabine avait vieilli, même si elle a résisté au soleil et au vent, mais elle tenait le même silence réconfortante. J'ai déballé mon équipement, mon canne à pêche, ma boîte de pêche et un thermos de café. Alors que je me dirigeais vers le quai, la planche sous mes pieds grinçait et saluait, je me suis installé au bout du quai, les jambes pendantes sur le bord et jette ma ligne dans l'eau calme. Le lac a répondu avec des ondulations, des applaudissements doux, m'accueillant à nouveau. J'ai siroté mon café et réfléchi à ce qui avait changé. Mon audition était revenue, mais plus important encore, j'avais récupéré mon sens de moi. Je me suis souvenu du jour de la chirurgie lorsque les premiers chuchotements statiques m'ont dit que le monde n'avait pas pris fin. Je me suis souvenu des vérités douloureuses que j'avais découvertes à la maison. Et je me suis souvenu de l'immobilité que j'avais choisie pour créer mon propre chemin. Le lac semblait tenir tous ses échos.
Chacun a rappelé un rappel que la surface de la vie pourrait rester tranquille même lorsque les courants étaient profonds. Un tiraillement soudain sur ma ligne m'a échoué de ma renommée. Je suis enroulé dans une truite argentée, ses écailles clignotant au soleil du matin. Je l'ai tenu soigneusement un instant, admirant sa résilience, comment il a prospéré en profondeur invisible, comment il s'est adapté aux courants et aux obstacles. Ensuite, je l'ai remis dans l'eau, en le regardant s'éloigner, libre une fois de plus. J'ai souri, reconnaissant dans ce poisson une métaphore pour mon propre voyage. J'avais été retiré par des forces hors de ma volonté. Mais j'ai fait surface plus fort, en choisissant la liberté plutôt que le confinement. De retour à la maison, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait de Maya. Elle avait fermé des photos de son orientation universitaire. Son sourire radieux, sa casquette et sa robe, le campus vivant avec des possibilités et une note. Merci de croire en moi. J'ai placé sa lettre sur le manteau à côté d'un instantané encadré de son tout petit, et j'ai ressenti une houle de fierté. Elle forgeait son propre chemin maintenant, à bout par le fantôme que son père était autrefois. Ce soir-là, j'ai préparé un modeste dîner de pâtes et de légumes frais, et j'ai mis une place à table pour un. J'ai allumé une bougie et versé un verre de vin blanc, savourant le rituel de solitude. En mangeant, j'ai réfléchi à la transformation qui avait commencé au moment où j'ai entendu le monde. J'ai réalisé que retrouver mon audition n'était que le début. Le vrai miracle était d'apprendre quand parler, quand écouter, et quand embrasser le silence qui permettait les deux. Le téléphone a sonné après le dîner. C'était Isla. Je me suis arrêté, surprise par son appel, puis j'ai répondu. Sa voix était provisoire. Marcus, je voulais vous dire que je suis fiancé à quelqu'un que j'ai rencontré pendant le travail. Il est gentil et il écoute. Un rire doux faisait allusion à un soulagement et à l'espoir. J'ai écouté vraiment heureux et j'ai fait mes félicitations. Nous avons parlé brièvement de l'avenir, de nos enfants, de la possibilité d'amitié après la trahison. Lorsque nous avons raccroché, j'ai réalisé que le pardon n'était pas une destination, mais un pont que nous avons construit au fil du temps, la planche par planche, avec honnêteté et respect. Alors que la nuit tombait, je suis monté sur le porche et j'ai écouté le monde autour de moi. Grillons chantant dans l'herbe, le bourdonnement lointain de voitures qui passent, le murmure du vent à travers les arbres. Chaque son ressemblait à une note dans une symphonie que j'avais cru autrefois perdue pour toujours. J'ai fermé les yeux et je les ai laissés se laver sur moi. Un témoignage de la résilience et du choix. J'ai pensé à l'homme que j'avais été avant l'accident. Un homme défini par le silence qu'il n'a pas choisi. Et l'homme que j'avais devenu en embrassant les sons qu'il a récupérés. J'ai réalisé que redevenir ma vie ne faisait pas que le retour des voix du monde. Il s'agissait de trouver ma propre voix et de décider quand le faire entendre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expiré lentement, laissant le cœur nocturne des grillons et des grenouilles remplir l'air. Puis j'ai chuchoté dans l'obscurité une promesse à moi-même et à la vie que j'avais reconstruite. Je choisis ce qui vaut la peine d'être écouté. Et dans ce silence choisi, j'ai trouvé la paix.